Révolution digitale, épisode 26. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Aujourd'hui, c'est en Suisse que nous allons à la rencontre d'un entrepreneur pour qui l'environnement et le développement durable sont une passion. Cet amateur de kitesurf et de voile s'y plonge dès le début de sa carrière. Il coordonne notamment des projets de recyclage des déchets électroniques en Inde et en Afrique et conseille les entreprises dans leur stratégie de durabilité. En 2008, il cofonde le groupe Sophies dont il assure le business development, tout particulièrement dans les pays en développement, avant de prendre la direction générale du groupe en 2015. Entrepreneur aguerri, il a depuis lors contribué à la création de plusieurs entreprises et s'investit dans de nombreuses associations. Il transmet également son expérience en enseignant régulièrement dans plusieurs universités et écoles. Tribu Digitale, j'ai le grand plaisir de parler aujourd'hui avec David Rochat. David, bonjour. Bonjour François, merci pour cette introduction. Êtes-vous prêt à nous inspirer aujourd'hui ? Aussi possible que je puisse être prêt, oui. Super. Alors, David, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Oui, avec plaisir. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'en préparant l'interview, j'ai réalisé quelque part qu'en réalité, de toute ma carrière, je n'ai jamais eu le statut d'employé classique, si ce n'est pour une courte période de 10 mois, directement après mes études d'ingénieur. Donc j'ai assez tôt suivi une démarche entrepreneuriale. Même si pendant les 3-4 premières années de ma carrière, j'ai effectivement été salarié d'une organisation, mais j'étais détaché en Inde pour un projet de coopération internationale financé par la Suisse. J'étais seul, j'avais un budget conséquent et une liberté totale dans la manière de le dépenser pour mettre en œuvre une filière de recyclage. Et c'était, disons, un premier pas vers l'entrepreneuriat, apprendre à se débrouiller avec les moyens qu'on nous donne, et puis atteindre des résultats et créer quelque chose de formidable. Et c'est à mon retour d'Inde en 2008 que j'ai cofondé Sophies, qui m'occupe et me fait vivre depuis. Mais pour parfaire l'introduction, j'aimerais quand même mentionner 2 autres initiatives entrepreneuriales et associatives dans lesquelles je suis engagé. Une, c'est Voisin, un réseau de coworking café démarré à Genève depuis 2014, où nous avons été les premiers espaces de travail partagés rentables, sans subvention publique. Et qui aujourd'hui sont des musts à Genève, autant si on est un travailleur nomade de passage que pour aller boire un coup, et des endroits qui fonctionnent très bien. L'autre venture qui mérite d'être mentionné, c'est que je suis également dans le board de Realise, la première et plus grande entreprise sociale à Genève, qui fait de la réinsertion par le travail. Et c'est intéressant parce que Realise s'est créé dans une démarche totalement entrepreneuriale de la part de ses fondateurs, bien qu'en ayant une mission sociale. Et elle aide des gens, souvent des gens qui se sont pris des gamelles dans la vie, à retrouver du travail, à se réinsérer dans la société par le travail. On a un public qui n'a pas de formation de base, qui est souvent en marge de la société, et ce que fait Realise, c'est qu'on décroche des mandats de manière tout à fait classique, comme n'importe quelle autre entreprise, dans le domaine du jardinage, de la blanchisserie, du nettoyage, de petits services à l'industrie, et ces mandats sont réalisés par les gens en réinsertion et qui bénéficient d'un encadrement.
Et le résultat est que près de la moitié d'entre eux finissent par retrouver du travail, à se réinsérer dans la vie sociale de tous les jours. Voisin et Réalise. Alors, dans le cas de Réalise, est-ce que beaucoup retrouvent du travail salarié ou est-ce que vous les incitez aussi à se lancer par eux-mêmes ? Alors, c'est souvent du travail salarié, mais dans les différentes formations qui leur sont proposées, on détecte également s'il y a des talents ou des gens qui ont un potentiel de créer leur propre activité. Super. Et alors, Voisin, c'est un espace de coworking. J'ai envie de vous demander, comment est la scène entrepreneur en Suisse ? Alors, elle est assez particulière j'y pensais par rapport à mon propre parcours. La Suisse, que ça soit au niveau scolaire, universitaire ou même culturel, je dirais, n'est pas un pays d'entrepreneuriat, étonnamment. J'ai fait des études d'ingénieur sans avoir le moindre cours de management ou d'entrepreneuriat lorsque j'ai suivi mon cursus universitaire. Dans mon cercle d'amis, qui sont pour la plupart des universitaires, je suis le seul à avoir tenté l'expérience de créer ma propre entreprise et de gagner ma vie par un business que je générais moi-même. Donc l'entrepreneur, je dirais, est traditionnellement un petit peu un ovni en Suisse, même si les choses ont énormément changé la dernière décennie. On voit que les écoles polytechniques, donc les deux grandes ingénieurs en Suisse, se sont structurées autour de pôles, de start-up avec des incubateurs et commencent à s'inspirer un peu du modèle à l'américaine. Et d'autre part, on a l'émergence de toutes les nouvelles formes de travail et le succès de Voisin et du coworking en est la preuve. On compte plus de 200 membres et pour la plupart sont des auto-entrepreneurs ou des toutes petites PME qui se créent et qui vivent dans nos locaux. Alors David, vous êtes impliqué dans pas mal de projets, vous avez déjà détaillé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre projet du moment ? Je pense que c'est le projet Sophies. Pouvez-vous nous dire comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Alors, tout à fait. Sophies, c'est effectivement le projet qui, depuis 10 ans, m'occupe à 200%, me fait vivre et vraiment mon bébé le plus cher, si on a le droit de dire qu'on préfère un de ses enfants. Sophies, je l'ai cofondé en 2008 avec à l'époque 3 associés. Aujourd'hui, nous sommes 6 associés. Et j'ai repris la direction générale du groupe Sophies en 2015. Sophies est une entreprise de conseil et de gestion de projets dans les domaines de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire. Et nous nous sommes donnés comme mission de générer un impact positif sur la planète en nous posant comme partenaire incontournable des acteurs économiques dans un contexte où l'économie a besoin d'évoluer en harmonie avec son environnement naturel. Wow. Donc, nous fournissons une palette de services basés sur des compétences techniques professionnelles qui visent à créer de la valeur ajoutée, notamment en créant des opportunités là où apparaissent a priori des contraintes environnementales, notamment par une meilleure utilisation des ressources et une valorisation systématique des déchets et des polluants. Et aujourd'hui, Sophies, c'est une trentaine de personnes, entre 20 et 25 équivalents temps plein. Nous promouvons le temps partiel pour un chiffre d'affaires d'à peu près 3 millions d'euros, un peu supérieur. Et notre staff se trouve en Suisse, en Angleterre, en France et en Inde. Et alors, David, donc cette société, vous l'avez cofondée avec un ou plusieurs partenaires. Alors, d'où vous est venue l'idée de ce projet ? Alors, l'idée du projet, elle s'est imposée, c'est un peu un concours de circonstances. Les sujets de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire m'ont passionné durant mon cursus universitaire et c'était un peu les nouvelles manières de considérer l'environnement, l'impact environnemental de l'industrie et ce qu'on pouvait en faire. À mon retour d'Inde en 2008, après 3 ans d'expatriation dans la coopération technique, il était temps pour moi de chercher un vrai travail, pour reprendre les termes de ma mère. Et en faisant quelques recherches, j'ai eu l'occasion de redîner avec quelqu'un que je connaissais très bien aussi à titre personnel, le professeur Søren Erkman, qui est l'un des gourous de ces thématiques, et qui m'a dit à cette époque que face à la demande croissante pour faire des projets, pour sortir ces thématiques du domaine académique et en faire du projet dans l'économie réelle, il sentait que c'était peut-être le moment de tenter l'aventure et de créer une société. Il m'a demandé si je voulais en être avec 2 autres de ses anciens étudiants et c'est comme ça que les choses ont décollé. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ?
Alors, l'économie circulaire, c'est, disons pour faire simple, c'est une économie qui est basée sur les cycles de ressources naturelles. Dans l'économie circulaire, on ne connaît plus vraiment la notion de déchets. C'est-à-dire que comme dans la nature, par ailleurs, tout déchet d'un acteur économique doit servir de matière première à un autre. Et l'idée, c'est d'organiser l'économie, l'industrie, dans une optimisation de sa consommation de ressources et de créer, par exemple, des zones industrielles où on va attirer certains acteurs économiques pour qu'ils soient complémentaires aux activités de leurs voisins. Et on peut imaginer des réseaux où une entreprise qui génère des déchets ou qui a des pertes de chaleur ou de vapeur va pouvoir les valoriser parce que son voisin en aura besoin pour les consommer. Alors, vous pariez sur le futur de l'économie circulaire, l'écologie industrielle, le développement durable. Alors, où va-t-on de votre point de vue, du point de vue d'un entrepreneur ou d'une start-up qui voudrait se lancer, où va-t-on dans ces domaines? C'est quoi le futur? Alors le futur, je pense, est de traduire ce qui a été une sorte de hype, un trend ces 10-15 dernières années, en vrai service à valeur ajoutée. Sophies a pu démarrer avec succès parce que nous avons surfé sur cette vague. Tout le monde voulait en faire sans vraiment savoir ce que c'était. On l'a appelé développement durable, maintenant on parle plutôt d'économie circulaire, on a toujours quelques buzzwords comme ça qui volent. Ça traduit un peu la bonne intention des dirigeants de vouloir faire quelque chose, mais personne ne sait vraiment comment. Après 10 ans d'existence, je vois aujourd'hui qu'au-delà des beaux discours, il faut proposer du concret. Et c'est vraiment en étant focus sur des services à valeur ajoutée où on s'y retrouve aussi économiquement. Il ne faut pas oublier que le développement durable, c'est pas que l'environnement ou le social, c'est aussi l'économique, qu'on va pouvoir faire progresser ces champs-là. Et alors, comment est-ce que vous générez vos profits concrètement? Qui sont vos clients et comment vous faites vos revenus? Alors, nos clients sont très larges. On travaille autant pour les collectivités publiques, essentiellement dans le monde francophone, que pour les entreprises, surtout les multinationales, et pour les agences onusiennes, Banque mondiale, etc. Et notre modèle de revenu est un modèle de consulting, donc nous vendons notre temps, un peu sur le même modèle qu'un cabinet d'avocats. Et c'est un modèle qui s'est imposé de lui-même, parce que nous avons en quelque sorte inventé notre métier. Lorsque nous avons tenté de sortir l'économie circulaire du milieu académique pour en faire un service valeur ajoutée, et on travaille soit au forfait et le client attend un rapport ou un projet ou un plan d'action au retour, ou alors vraiment à l'heure en fournissant des services de consulting. Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de David, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors David, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors je sais que vous avez déjà donné un petit hint, comme quoi vous n'avez jamais travaillé comme employé, mais il y a dû avoir ce moment où vous avez senti que vous vouliez vous lancer. Oui, alors au fond de moi, je crois que j'ai toujours été destiné à être entrepreneur. Mes parents racontent qu'enfant, je répondais à la sempiternelle question qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu serais grand? Je disais je voudrais être businessman. Et j'ai toujours aussi été très indépendant dans ma manière de faire les choses, que ce soit au niveau scolaire ou dans les activités parascolaires que j'ai pu faire tout au long de ma scolarité et mes études. Pourtant, je n'ai pas été forcément câblé pour devenir entrepreneur. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le parcours scolaire et universitaire en Suisse ne pousse pas forcément dans cette direction, même si les choses ont évolué. Et mon cadre familial non plus n'est pas très orienté business. Je viens d'une famille de médecins et on fait de belles carrières universitaires ou dans le service public. Mais j'ai pas été incubé dans un milieu qui me poussait à l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai longtemps cru, et c'est ce qui m'a retenu, je pense, que l'entrepreneuriat était réservé à une caste de gens à part, des sortes de Bob Moran du business dont je ne faisais pas partie. Et je me suis plutôt dirigé au début de ma carrière vers une carrière de baroudeur dans l'aide au développement, à vouloir sauver le tiers-monde et faire des projets avec les mains dans le cambouis. Et je dirais 2 éléments étaient déterminants pour que je me lance. La première, ça a été la rencontre en Inde avec un jeune entrepreneur né, lui, Olivier van der Elst, qui est devenu l'un de mes plus proches amis depuis, et que nous avons reçu dans un épisode précédent de Révolution Digitale, je dois dire. Exactement.
Et Olivier a été une source d'inspiration pour moi parce que face à son enthousiasme à déceler une dizaine d'idées de business par jour, on finit par me contaminer au point que j'ai fini par me dire « et pourquoi pas moi ?» Et l'autre élément déterminant, ça a été mon retour en Suisse, où après 3 ans d'expatriation en Inde dans le domaine de la coopération, il fallait trouver un travail. Et j'ai très très vite réalisé que le statut d'employé avec horaire pointeuse, hiérarchie, allait me rendre malheureux. Et c'est là où je suis tombé sur le gourou de l'écologie industrielle, Søren Erkman, et qui m'a fait part de l'opportunité de monter Sofias. Et c'est ainsi que les choses ont démarré. Super. Alors, David, vous vous êtes lancé, vous avez créé votre groupe, vous vous êtes lancé, vous avez expérimenté et vous avez sûrement découvert aussi que le parcours de l'entrepreneur n'était pas un chemin facile, c'est un chemin qui est semé d'embûches. Alors, David, parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors, on parle souvent de l'échec chez l'entrepreneur. Dans ce podcast, on rappelle souvent que dans certaines cultures, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite, comme chez les Américains. Alors, David, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel était votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Racontez-nous cette histoire. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord que c'est un chemin difficile et qu'il faut apprendre de ses échecs et surtout pas avoir peur de l'échec. Bien au contraire, je me suis gamellé sur quelques autres idées de business. Par contre, dans le parcours de Sofias, je dois dire que les choses ont été étonnamment faciles, voire même très faciles, durant les 6-7 premières années. On a créé l'entreprise sur une opportunité, celle d'un professeur d'université qui se faisait l'avocat de ces nouvelles manières de voir l'économie et ses relations à l'environnement. Tout le monde voulait en faire, le sollicitait énormément pour faire des projets. Il n'arrivait pas à suivre à l'université et on s'est dit il est temps de se lancer. Et quand nous avons ouvert Sofias, les mandats tombaient tout seuls. Nous profitions de l'aura de Søren Erkman et on a commencé à employer des gens, à générer du chiffre d'affaires sans trop savoir comment ça nous arrivait. On a eu la chance assez rapidement aussi de remporter 2 appels d'offres majeurs avec des agences onusiennes qui nous ont aussi mis sur les rails pour quelques années. C'était des projets qui duraient 4 à 5 ans avec des budgets qui nous permettaient d'engager du staff. Donc les choses se sont vraiment faites de manière assez simple, je dois dire. Les vrais problèmes ou les premiers problèmes auxquels nous avons été confrontés ont été des problèmes de croissance. C'est-à-dire qu'aucun de nous, associés fondateurs, n'étiez des managers ou n'avait même la moindre notion de management. Et il a fallu apprendre sur le tas avec toutes les erreurs que vous pouvez imaginer. Et ça a été la première douche froide, je dirais. C'est quand on commence à passer des nuits blanches à bricoler des tableaux Excel simplement pour s'assurer qu'on paye bien les salaires et les charges sociales, les coûts, qu'on a du cash flow, etc. Le deuxième problème plus sérieux qui a commencé à apparaître, c'est quand nous avons réalisé que nous avions grandi un peu trop vite, en tirant sur toutes les opportunités qui se présentaient, sans toujours créer de valeur ajoutée, en surfant sur cet intérêt général pour les questions de développement durable, et que nous travaillions uniquement sur une base projet, avec très très peu de récurrence dans nos mandats, c'est-à-dire quand un projet se terminait, il fallait chercher le suivant pour staffer nos collaborateurs, et on est arrivé à un endroit où on a réalisé qu'on devenait une sorte de colosse au pied d'argile et que le risque de s'effondrer était grand. Et c'est là où on a eu peut-être un petit coup au moral, avec une période de doute en se disant mais finalement à quoi on sert? Est-ce que nous avons simplement surfé sur une vague et où va-t-on aller jusqu'à là? Est-ce que notre destin d'entrepreneur finalement c'est de courir après du chiffre d'affaires, de gérer des équipes, d'acquérir des projets et je crois qu'à ce moment-là on s'était peut-être un peu détaché de nos valeurs et il y a eu un petit coup au moral à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a réalisé qu'il fallait vraiment un modèle d'affaires créateur de valeur ajoutée pour nos clients pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Tribu Digital, ne perdez pas de vue vos valeurs, entourez-vous bien. Restez aussi à l'affût des appels d'offres si c'est dans votre domaine, restez informés et surtout apprenez aussi les principes de la gestion. Il n'y a pas besoin de retourner à l'école ou à l'université pour ça. Alors David, que s'est-il passé ensuite? Quand est-ce que les choses ont alors basculé en votre faveur?
Les choses ont basculé en notre faveur quand on a réalisé notre fragilité, qu'on avait réalisé qu'on avait la tête dans le guidon, qu'on perdait peut-être un peu de plaisir et surtout qu'on s'est éloigné du pourquoi nous avions créé cette entreprise. Et pour moi, il y a eu une véritable révélation lorsqu'à ce moment-là, il y a un peu plus de 2 ans, avec mes associés, nous nous sommes mis au vert avec un coach dans un endroit magnifique dans les Alpes suisses et on a réfléchi à l'avenir. Et c'est à ce moment-là également que j'ai repris la direction du groupe. Et ça peut paraître trivial, mais l'outcome principal, c'est que nous avons réalisé que pour aller de l'avant, il fallait nous concentrer sur nos forces, arrêter d'être opportunistes et tirer sur toutes les opportunités qui se présentaient, qu'il y avait un vrai travail intellectuel à faire pour capitaliser sur ce que nous avions appris et réalisé sur nos nombreux projets durant 7 ans, nous focaliser pour faire toujours mieux là où nous sommes forts, laisser tomber un certain nombre d'activités et ne pas se laisser parasiter par le chant des sirènes, par des mandats peut-être lucratifs, mais très court terme, qui en fait nous déconcentraient du véritable focus qui était de réellement transformer les challenges environnementaux en opportunités économiques. Tribu Digital, concentrez-vous sur vos forces, choisissez vos opportunités. Alors David, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles ? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit vous retenir comme leçon de votre expérience ? Alors, ce que j'ai appris, moi, ces dernières années, c'est, au risque de me répéter, c'est focus sur le core business. On ne crée pas de valeur ajoutée en vendant du vent, uniquement basé sur du marketing ou de bonnes compétences commerciales. Et là, je vois un risque dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, c'est que les gens sont fascinés par ce que permettent les réseaux sociaux, le viral marketing et toute autre nouvelle tendance pour se faire connaître, mais beaucoup de gens vendent des coquilles vides. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le premier message clé, c'est développez vos talents, créez de la valeur pour les autres, faites un effort et focusez-vous sur ce à quoi vous êtes bon. La deuxième leçon apprise, c'est de se faire confiance et de faire confiance aux autres, à vos collaborateurs et encouragez-les également à exprimer leurs forces et à faire ce qu'ils aiment. Je ne connais personne qui est performant en faisant quelque chose qu'il n'aime pas et ça n'a aucun sens et c'est pas comme ça qu'on fait avancer un business. Troisième leçon apprise, je dirais que c'est croyez en ce que vous faites et restez proche de vos valeurs. Entreprendre n'est pas un chemin facile, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la force, ça demande de passer à travers des tempêtes et vous ne pouvez pas vous permettre de vous réveiller sans avoir la niaque, sans avoir l'envie, la motivation et la passion. Et finalement, ce que j'ai appris plus récemment, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et outsourcer les compétences dont vous avez besoin mais qui ne sont pas les vôtres et qui peuvent vous prendre potentiellement énormément de temps. Certaines seront bien mieux faites par des professionnels. Je pense à des choses toutes simples dans une entreprise comme la comptabilité, tout ce qui est légal, marketing, etc. Mais comprenez suffisamment de quoi il s'agit pour ne pas vous faire plumer par les nombreux prestataires qui existent autour de vous. Tribu Digital, prenez bien note, concentrez-vous sur ce qui est au cœur de votre projet, faites-vous confiance, mais faites-vous aussi confiance aux autres, restez proche de votre valeur, de vos valeurs et de votre passion, gérez votre temps, déléguez, explorez l'outsourcing. David, merci beaucoup pour ces mots. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts ? Avec plaisir. Quelle est votre définition du succès ? Pour moi, le succès, c'est clairement de pouvoir gagner sa vie en faisant ce que l'on aime et ce en quoi l'on croit avec des gens qu'on aime. À quoi ressemble votre journée type ? Alors, si j'avais une journée type, il serait temps de passer à autre chose. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors, je suis pas un grand fan des livres de management qu'on trouve dans les librairies d'aéroports en général, mais s'il y en a un qu'il faut retenir et que je recommande à tout entrepreneur de lire, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, un livre fascinant qui montre comment la société humaine a adapté ses structures d'organisation à fur et à mesure qu'elle en apprenait plus sur la vie, sur la science, sur ses technologies, etc. Et qui est quelque part la Bible de l'holacratie et de l'entreprise libérée et des nouveaux modes de management. Quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement ?
Alors, pas d'appli particulière autre que les outils collaboratifs habituels, Dropbox, Google Agenda, les différents outils de visioconférence, etc. En gros, mon bureau, c'est mon téléphone et mon laptop. Nous sommes déjà organisés dans nos différentes filiales en coworking en interne. Et notre plus grosse filiale, celle de Genève, déménage très prochainement dans un espace de coworking où nous serons également mélangés à d'autres entreprises. Alors, en plus des projets et des secteurs dans lesquels vous travaillez, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Alors, un domaine qui attire beaucoup de mon attention et à laquelle je consacre de plus en plus de temps, c'est toute cette famille de technologies que l'on appelle de capture et d'utilisation du CO2. À ne pas confondre avec la capture et le stockage dont le grand public a beaucoup plus entendu parler. Il s'agit de toute une palette de technologies très variées qui permettent d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Donc le CO2, ce gaz qui crée le changement climatique, et qui est un des défis environnementaux majeurs auxquels nous faisons face, et qui l'extrait et permet de le transformer en quelque chose d'utilisable par l'économie. Et ainsi, aujourd'hui, on est capable de refaire des combustibles, de reproduire des combustibles en extrayant du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Mais on peut également produire des matériaux de construction sous forme de polymères ou de minéraux, et même des composants chimiques pour l'industrie pharmaceutique à partir du CO2 atmosphérique. Et c'est un secteur qui s'accélère à toute vitesse. On est vraiment passé du laboratoire aux démonstrations pilotes en un temps record. Je vois une accélération très nette dans ce domaine-là. Et j'ai confiance que ce genre de technologie, à terme, soit le complément parfait au développement des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique, pour que nous soyons capables, en tant que société humaine, d'aborder le challenge que représente le changement climatique. Et la dernière question, c'est la question Back in Time, ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Ça serait trop facile. Non, le conseil aux jeunes moi, je dirais, ça serait change rien. Crois en qui tu es, crois en ce que tu sais faire, fonce, doute moins si ça t'arrive de douter et surtout sois fier de ce que tu accomplis. Tribu Digital, croyez en vous, soyez fiers de ce que vous accomplissez et ce que vous allez accomplir, n'ayez pas peur. David, merci, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de David vous inspirera à faire le grand saut. Alors David, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués ? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il ? Alors pour ceux qui hésitent à se lancer, je dirais si d'autres y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas y arriver aussi. Je crois que tout le monde a le potentiel d'entreprendre et de créer quelque chose qui le fasse vivre. Et la deuxième chose, pour ceux qui se sentent bloqués et autres, je disais, revenez à vos valeurs et à votre core business. Quelle est la proposition de valeur que vous offrez ? Qu'est-ce que vous offrez que vous-même auriez envie d'acheter, qui mériterait qu'on y consacre de l'intérêt, qu'on y dépense de l'argent ? Et si vous n'avez pas une réponse à ça, vous pouvez faire toutes les marketing, commercialisation, communication que vous voulez, ça ne marchera pas. David, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors le plaisir tout d'abord est partagé, François, merci pour l'invitation et très volontiers pour toute personne qui aimerait me contacter, on me trouve facilement sur LinkedIn et vous pouvez également consulter le site internet de Sophies, l'entreprise que je dirige, donc www.sophiesgroup, groupe en anglais, group.com et je me ferai un plaisir de répondre à vos auditeurs qui pourraient prendre contact avec moi. Tribu Digital, vous venez d'entendre David Rochat partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez David dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de David sur www.sophiesgroup.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn.
David, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la tribu digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci François. Hey tribu digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec David. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast et venez directement sur notre site pour vous inscrire pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!